Bonjour, vendredi 23 août, bienvenue à Aime l'été, notre dernière émission de la semaine. Il va nous rester une semaine à partager avant de mettre un terme à notre saison estivale. On a la tête bien remplie de sujets, d'histoires, de belles rencontres. J'espère que vous avez profité de cette période de l'année qui, il faut le dire, est de plus en plus chargée en activités de toutes sortes. Sur ça, je vous propose une heure en compagnie d'une femme inspirante qui va venir nous parler de son parcours de vie, mais aussi de ses rencontres avec des femmes qui sont aussi une grande source d'inspiration. Également, au cours de la deuxième partie de l'émission, on va s'entretenir avec la réalisatrice d'un court-métrage qui se promène de festival en festival et qui a remporté un prix à Cannes. Voici Aime l'été. Durant la prochaine heure, on se dépose avec la très lumineuse Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Canal M, Vues et Voix, qui anime aussi l'émission Vivement les femmes ici même. D'origine haïtienne, Marjorie a aussi tout un parcours de vie, des expériences uniques, des souvenirs métissés et colorés. C'est aussi une femme d'affaires, une leader et une femme très engagée dans la communauté. Ce sera de beaux moments passés avec elle. Mais aussi, dans la deuxième moitié d'heure, nous allons accueillir Catherine Adams, qui a réalisé le court-métrage Mémoire métissée, qui n'a pas fini de parcourir les festivals. Catherine Adams, qui a beaucoup à raconter aussi, comédienne, réalisatrice, avocate, cofondatrice de Télé Goodness et sa plateforme numérique Global Goodness. Alors, jusqu'à 13h, soyez des nôtres à Aime l'été. Aime l'été, et oui, presque une autre semaine de compléter. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Hey, on a tellement eu une belle semaine. Oui. On a ri avec Joël Legendre hier. Tout à fait. Drôle. Et aujourd'hui, on va vraiment aussi s'amuser, je crois. Oui, avec Marjorie Théodore, qui est présidente et directrice générale de Canal M, Vues et Voix. En fait, c'est comme une amie, là. C'est pas vraiment une patronne, il faut le dire. C'est plus que, oui. C'est vraiment, elle est toujours très souriante. Ouais. Vraiment, c'est quelqu'un de très sensible, positive, généreuse, à l'écoute aussi. Puis c'est pas parce que tu es devant nous, là. Merci. Non, c'est sûr. Alors, vraiment, puis c'est un coup de cœur, là, parce que sinon, tu serais pas là. Et peut-être que toi non plus, tu serais Je pas ne là. serais pas là non plus. Exactement. Alors, c'est un plaisir partagé. Oui, hein. exactement. Oui. Alors, une femme qui change le monde à sa façon. Et puis, c'est ça. Donc, c'est ça, femme d'affaires, leader, visionnaire. Enfin, on va vraiment parcourir, ta vie aussi en même temps. On a toute l'heure pour le faire. Alors, Marjorie, c'est un plaisir d'être avec toi. Pour moi aussi, puis merci pour l'invitation. Et oui. Tu fais ça, tu as tout un parcours de vie. Bon, alors tu es d'origine haïtienne, mais j'aimerais ça qu'on parte dès l'enfance parce que c'est très riche et ça te définit en même temps. Parce que tu pars d'Haïti, ton père est médecin. Hein? Oui. Alors lui, il va voyager. Tu vas voyager en Afrique très jeune, alors que tu ne t'en souviens pas même que finalement, je pense que ta mère a dû rester, elle, un moment en Haïti, le temps que tu grandisses dans son ventre. Exactement, oui, tout à fait. Ah oui, c'est sûr. D'origine haïtienne, et puis comme j'aime bien beaucoup le dire aussi, bien ancrée dans mon identité haïtienne et après québécoise, parce que j'ai passé plus de temps aussi au Québec. Donc, oui, je suis partie d'Haïti, j'avais 2 ans, mais sauf que mon père est parti en Afrique avant, il avait un contrat, et là, ma mère s'est aperçue qu'il y avait quelque chose dans son ventre. La deuxième, il y a déjà ma sœur aînée, on est juste 2, et là, elle a dû rester pour me mettre au monde. Et ensuite, elle est partie rejoindre mon père, qui était à ce moment-là au Bénin, premier pays d'Afrique qu'on a fait. Et puis, on est resté avec notre grand-mère, les 2. Puis, à l'âge de 2 ans, puis ma sœur avec 3 ans. Donc, elle est revenue nous chercher. Et on est parti avec elle. Et puis, c'est là qu'on a commencé aussi notre parcours en Afrique, puisqu'on a fait le Bénin, on a fait le Congo-Kinshasa avant et le Gabon par la suite. Donc, alors, c'est vrai que là, tu pars très jeune. C'est sûr que te restent peut-être des souvenirs, des odeurs, des saveurs. Enfin, j'imagine que c'est très flou à ce moment-là, mais tu vas quand même, l'école primaire, tu vas faire ça en Afrique. Oui, bien sûr. Là, ouais, l'école primaire, la découverte aussi de l'enfance, je l'ai faite en Afrique, les odeurs, la culture, et puis il faut dire
dire aussi, on était d'origine haïtienne en Afrique, donc il y avait aussi ce espèce petit de tension conflit de raciale. tension, c'est ça. Donc, alors, on était considérés comme des Antillais qui venaient dans le pays. Puis, bon, prendre un peu ce qu'on connaît aussi au Québec, les jobs des autres. C'est ça, je ouais, comprends. c'est ça. Il y avait ça aussi. Mais c'était un moment aussi où on sentait encore tout l'aspect de la colonisation qui était là. D'ailleurs, moi, l'école où j'ai été, c'est l'école privée belge qui était dirigée par des Belges. Nos professeurs étaient des Belges, donc alors... Et d'ailleurs, on t'associait pratiquement aux Blancs parce que tu venais d'Haïti. Enfin, il y avait, comme tu dis, une espèce de tension raciale. Et puis, finalement, on voulait te mettre du côté des Blancs, mais toi, tu disais non, pas du tout. Et c'est là que la première fois, peut-être que tu t'es affirmée et que tu as commencé à changer les choses. Exactement. Ouais, j'ai changé. Exactement. Donc, à ce moment-là, c'est ça. C'est qu'il y avait la cour d'école et puis, les Africains étaient d'un côté, puis tous les Français, Belges étaient d'un autre côté. Mais nous, comme on était considérés un petit peu d'origine haïtienne, puis après, les parents professionnels, médecins et tout ça. Donc, alors, on voulait que j'aille du côté des Français et des Belges. Puis là, moi, ma couleur me disait que non, j'étais de l'autre côté. Puis alors, finalement, on a appelé mes parents. Puis mon père a dit, ben non, elle, c'est comme ça. J'ai dit, non, mais sinon, pourquoi tout le monde ne joue pas ensemble? Et puis, c'est comme ça, finalement, qu'on a commencé à jouer ensemble. Et puis, dans la cour de récréation, maintenant, ça se mélangeait très, très bien. Ah, donc, oui. alors, tu as instauré déjà une mixité. Exactement. J'étais je suis très, très jeune, alors ça, j'en suis bien fière. C'est incroyable, hein, quand même. Alors, ça nous définit, finalement. Même les petites expériences, si petites soient-elles, peuvent changer beaucoup de choses, Alors, après ça, là, évidemment, il y a eu aussi des tensions politiques dans les pays où vous étiez. Alors, c'est sûr que vous avez dû quitter quand même précipitamment. Il y a eu quand même une tentative d'attentat aussi. Oui, ça a été... On a quitté le Congo-Kinshasa. On avait attenté à nos vies. Mon père, donc, on était en promenade et puis la voiture avait manqué de frein. Tout avait été trafiqué saboté, et tout ça. Donc, on est parti à ce moment-là au Gabon. Puis au Gabon, c'est ce qui fait aussi que la famille a été séparée parce qu'il y a eu un autre attentat à nos vies. Là, c'était le gaz, le four qu'on avait ouvert et tout. Et à ce moment-là, mon père a séparé la famille. Donc, c'est-à-dire, eux, ils ont continué en Afrique parce qu'ils ont fait quand même 30 ans. Puis nous, ma sœur et moi, on est venus au Canada. Donc, c'est comme ça que la famille a été séparée parce que mon père s'est dit, on a juste 2 filles, on ne veut pas... Il l'a fait pour vous protéger. Tout à fait, à ce moment-là. Alors, c'est ça, vous habitiez chez une tante, je pense, ici au Québec, qui était déjà bien installée. C'est ça. C'était pas dans la région de Hull? Oui, voilà, justement. J'ai atterri à Hull, très bien. Et puis, je me souviens de ça. C'était toute la découverte aussi. Puis de comprendre la langue et tout. Alors, j'ai toujours des anecdotes lorsque j'ai dit, dans la cour de récréation, on me dit, c'est-tu le fun? C'est-tu le fun par chez vous? C'est-tu le fun? Je dis, oui, on a le téléphone. Alors, c'était ça. Tu en as plein comme ça, des anecdotes savoureuses. C'est ça, oui, tout à fait. Et puis, ça a été une belle intégration, mais je peux pas dire qu'elle a été particulièrement difficile parce qu'on avait déjà comme immigré pas mal. Même si c'était en Afrique, on a fait quand même, on se séparait ça. Donc, alors, ça a été plus une adaptation qu'autre chose, là, avec les amis et tout ça. Mais à l'époque, quand même, ça devait être difficile, la séparation avec tes parents, j'imagine. Tout à fait. Bien sûr, ça a été difficile parce que, on était dans l'adolescence. C'est donc, besoin des parents, beaucoup de questions et tout ça. Donc, alors ça, au niveau plutôt émotionnel, ça a été plus difficile. Et puis, ça m'a pris des années après pour comprendre aussi, en devenant adulte, que ça a été le meilleur choix de mes parents à ce moment-là, parce qu'ils voulaient, c'était dans un esprit de protection et un esprit aussi de dire, qu'ils nous donnent le meilleur, de venir faire les études au Canada, qui était quand même très bien coté à ce moment-là pour les études et tout ça. Donc, toujours d'ailleurs, mais je veux dire, la décision
décision avait été prise dans ce sens-là aussi. Mais à ça. l'adolescence, on ne comprend pas Non. ça. Non, on C'est comprend rendu à pas. l'âge adulte. C'est à l'âge d'adulte que tu comprends que, mon Dieu, si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est grâce à tes parents. Ben voilà, c'est ça. On fait un peu la paix avec ça, c'est-à-dire, c'est ça, puis de comprendre que, oui, c'est sûr, puis je le dis tout le temps, si je suis devenue l'adulte que je suis actuellement, c'est grâce à ces décisions-là qui ont été difficiles dans l'enfance, mais que... Ils ont fait un beau sacrifice. Oui, tout à fait. Bon. Et à quel moment vous allez vous retrouver tous ensemble? Hein? Bien, finalement, on va se retrouver en 2010, tous ensemble. Et puis, c'est vraiment le tremblement de terre en Haïti. Parce que eux, après les 30 ans en Afrique, ils n'ont pas voulu venir au Canada parce qu'il y avait le froid, puis tout ça. Puis, bon, ils n'avaient pas vraiment besoin de ça. Ils voulaient faire quand même leur retraite dans leur pays d'origine. Et lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, bien, c'est là que j'ai été les chercher et qu'ils sont encore avec moi, là, jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, parce que tu es partie, là, comme sur des chapeaux de roue, finalement, tu as réussi à les retrouver. C'était pas évident, hein? Non, c'était pas évident du tout. J'avais pas de nouvelles. Et puis, pour moi, ils étaient décédés parce que tout le monde, quand on n'avait pas de nouvelles, ils étaient décédés. Donc, les frontières, faut pas oublier que l'aéroport était fermé et tout. Exact. Donc, il fallait passer par la République dominicaine. Donc, j'ai fait la route en autobus. C'était toute une aventure. C'était toute une aventure pour arriver là, Et finalement, bon, arrive le temps des études, bien sûr. Alors, tu vas te retrouver à Moncton. Alors, vraiment un drôle de parcours. Oui, c'est ça. Puis tu t'en vas étudier là-bas. Alors, tu découvres encore là une autre culture, complètement. Exactement. Puis un peu avant Moncton, c'est parce que, comme j'avais l'habitude de changer de pays, changer de ville, c'est comme si, pendant que j'étais ici, il fallait que je fasse le même truc. Donc, alors, j'ai commencé à Hull, Ottawa. Ensuite, j'ai fait le cégep à Québec, le cégep de Limoilou. Puis de Limoilou, je vais à l'Université de Moncton. Donc, je voyageais à l'intérieur. Oui, de nos propres frontières, en quelque sorte, oui. Alors, tu vas étudier, bien sûr, aussi par la suite à l'Université du Québec, l'Université de Montréal. Donc, tu vas étudier en traduction, entre autres, mais aussi en journalisme. En journalisme, c'est ça. Donc, j'ai essayé en traduction. Je voyais que c'était pas moi. J'ai fait seulement 1 an. Et ensuite, j'ai été en communication journaliste. Et puis, ça, j'ai adoré faire. D'ailleurs, c'est ce qui me retrouve après, plusieurs années après, au micro. Mais j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, l'administration est venue. Et puis, j'ai dit, je commençais à avoir des postes aussi en administration. Et puis là, je me suis dit, c'est ça, c'est la carrière. C'est là que j'ai fait ma plus grande carrière au niveau de l'administration. Gestionnaire. Mais j'ai adoré la partie où j'étais journaliste et puis qu'on travaillait. Tu as touché aussi toutes sortes de sujets sensibles, forcément. Oui. Alors ça aussi, ça nous définit en quelque sorte. Là, ça va avoir des répercussions pour plus tard. Là. Alors, il y a un événement, il y a quelque chose qui t'arrive dans ta vie de très particulier qui va aussi définir aussi un peu ce que tu vas faire plus tard parce que ça va amener une sensibilité très particulière. En fait, à l'âge de 18 ans, tu perds subitement la vue. Oui, tout à fait. Tu deviens carrément dans le noir. Là. Aveugle, complètement. Oui, complètement. Puis c'est quand même... tragique parce que cette vue-là, on la perd par degré. Donc, la moitié du regard, on voit en haut et en bas, c'est noir. Et ensuite, c'est le blanc, le noir total. Ce qu'on appelle une amorose, c'est une perte temporaire de la vue. Et à ce moment-là, ça avait été provoqué par la pilule contraceptive qui était assez forte à l'époque. Donc, finalement, c'est un caillot de sang qui a eu le temps de monter lorsqu'on l'a en tout cas, selon les médecins, je ne suis pas médecin, mais c'était ça. C'est le caillot de sang qui s'est placé derrière le nerf optique. Donc, ça veut dire qu'une chance aussi, parce que ça aurait pu avoir une hémorragie cérébrale par la suite, etc. Mais j'ai perdu la vue 48 ans. Mais ça a pris combien de temps, par contre, avant de savoir? Parce que là, tu dis, je perds la vue. Je vais être comme ça. Combien de temps est-ce que c'est à vie? Alors là, avant d'avoir le diagnostic, tu as dû quand même Ah oui, tout à fait. Être angoissée, là. Ah non, être angoissée. Puis je me souviens, j'étais justement au cégep. Puis là, je me disais, moi, je voulais aller à l'université, je voulais faire plein de choses. Là, je me suis dit, je pourrais pas. Et puis quand on arrive à l'hôpital, ils se disent, bon, est-ce que c'est une tumeur au cerveau? Est-ce que c'est... Tu sais, il y a plein de choses qu'on sait pas. Puis là, on est jeune, on saisit pas trop, tout ça. Et puis finalement, ils m'ont gardée. C'était à Québec, à l'hôpital. Et puis, ils m'ont gardée. Et finalement, après les
tests, ils disent, bon, c'est ça. Et je retrouve la vue. Et puisque on la perd graduellement, la vue, mais quand on la retrouve aussi graduellement. Donc, pendant plusieurs heures, on voit la moitié noire, moitié en image. Donc, c'est quelque chose de paniquant. Mm-hmm. Et je retrouve la vue comme ça, mais à toutes les fois, on a peur que ça revienne parce qu'on veut pas vivre ça. Donc, puis en étant jeune, puis je me souviens, j'étais couchée, on m'a mis couchée avec intraveineuse et tout ça, le sérum. Puis là, j'ai dit, mais tu pourras plus rien faire. Tu réfléchis sur la vie. La vie, ce qui s'en vient. C'est ça, exactement. Puis on se remet aussi à une époque où on n'avait pas autant d'aide, hein. On n'avait pas tout ça, ces organisations et tout ça. Donc, oui, tu es trop jeune aussi pour appréhender tout ça, savoir comment tu vas pouvoir survivre à tout ça finalement. Alors ça, c'est un événement qui, c'est ponctuel, d'accord, mais évidemment très traumatisant, forcément. Et puis, alors là, par la suite, forcément, tu vas être sensibilisé là, à tout ce qui touche le handicap, bien sûr. Alors, tu vas justement ton engagement par rapport à la déficience intellectuelle, entre autres. Et puis après ça, va venir la magnétothèque, qui est enfin Canal Vie aujourd'hui. Oui. Pas Canal Vie, Canal M aujourd'hui. Je sais, je fais toujours cette c'est ça. Ça m'arrive souvent. Canal M aujourd'hui. Ben oui. Oui, tout ça. Parce que quand j'ai eu l'offre de travailler ici, j'avais pas... En plus, j'avais même pas mentionné cette partie-là parce que je voulais pas non plus que ça fasse cliché tout de suite, etc. Donc, mais j'avais vraiment ce besoin-là. J'ai compris que la culture, l'information, c'est tout ça nous fonde, hein, ça fait qui on est. Et puis manquer de vision. Puis lorsque j'ai su aussi que 80% de l'information passait par nos yeux, on a juste 20% qui passe par nos autres sens. Donc, ça veut dire que t'as 80% de l'information que t'as pas. Donc là, ça m'a vraiment fortement interpellée. Puis là, je me suis dit, non, je veux travailler dans une organisation. Puis d'ailleurs, j'y suis depuis plusieurs années, mais c'est les défis, et entre autres, qu'on a relevés pour amener l'organisation jusque-là, jusqu'à ce qu'elle soit aujourd'hui. D'ailleurs, rapidement, l'histoire de la magnétothèque, c'est André Hamel, qui était un étudiant qui est en train de préparer sa maîtrise, puis a perdu la vue. Exactement. C'est ça. Puis là, il a remué ciel et terre pour essayer de trouver des ressources, mais il voulait absolument terminer ses études. Oui. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'après des nombreuses années de démarche, il a réussi à obtenir son diplôme, mais grâce à une école à New York, il a réussi à avoir de l'aide. Mais là, tout ça pour dire qu'il s'est dit, hey, on va créer quelque chose de similaire ici. Exactement. C'est né de là. C'est ça, exactement. C'était le Recording for the Blind. C'est ça. Il a été voir un peu le chose, puis il recevait des livres de là aussi, puis là, il s'est dit non, ça mérite d'être reproduit au Québec, et c'est justement ça, il a créé la magnétothèque de l'époque. Oui, puis c'était une 60aine d'étudiants non-voyants, malvoyants, qui faisaient des lectures de livres. Ils étaient tous bénévoles. Puis, écoute, c'est une histoire incroyable. Toute une époque, quand même, tout à fait. Alors, vraiment, c'est les débuts de Canal M, bien sûr. Mais avant ça, quand même, tu as fait d'autres parcours là, dans des OPNL. Oui, tout à fait. J'ai travaillé pour la déficience intellectuelle. J'ai travaillé aussi une organisation qu'on connaît moins, c'est qui regroupe les couples infertiles. Pas parce que j'ai eu à subir comment je veux dire, utiliser les in vitro et tout ça, mais parce que pour moi aussi, j'étais une femme qui voulait avoir des enfants, etc. Donc, j'étais sensibilisée aux femmes qui le désiraient et que c'est pas par choix qu'elles ne pouvaient pas avoir. Donc, j'ai été directrice aussi des communications et directrice générale aussi de cette organisation-là. D'ailleurs, tu es maman, tu as quand même de grands-enfants aujourd'hui, de beaux grands-enfants. D'ailleurs, tu es, en fait, on peut le dire, tu es quand même en restauration avec ton fils. Là, avec ma fille. Avec ta fille. Oui, avec ma fille. Donc, un beau restaurant lounge qui donne aussi de la cuisine plus créole fusion. Donc, qu'on a créé ça ensemble. Mais c'est elle qui s'en occupe. Et puis, c'était son dada et tout. Donc, alors... Elle est où, ce restaurant-là? Alors, c'est au 4 rue Saint-Charles, dans le Vieux-Longueuil. OK. Oui, donc, alors, c'est tout récent. Ça fait à peine un mois et demi. Et puis, c'est ça. Donc, puis ça va bien. Justement, là aussi, c'était d'aller dans les
dans cette métissage dont tu parlais, Chantal, le métissage, parce que... Des saveurs, Voilà, des saveurs et tout ça. Et étant d'origine haïtienne, c'était pas un restaurant haïtien qu'on voulait faire, mais on voulait aller dans tout l'aspect créole des choses et de la fusion, puis des différentes saveurs. Donc, alors voilà. Alors ça, c'est ton côté femme d'affaires femme aussi en même temps. Exactement. Tout ce que tu as fait au niveau de l'administration. Alors ça, c'est un autre volet de ta personnalité. Mais ce que tu fais aussi ici même à Canal M, tu animes également une émission. Oui, alors il n'y en a pas assez sur la table. Chantal et Nathalie, non, la table n'est pas encore assez pleine, donc... je trouve ça incroyable, je ne sais pas où tu trouves le temps. Alors, c'est ça, donc oui, alors, vivement les femmes, c'est arrivé aussi il y a déjà 2 ans, hein, où je me disais, tu sais, j'ai envie, parce que comme je vous disais, j'ai aimé le journaliste et tout ça, la radio, là, j'ai dit un retour, et puis j'ai posé la question au conseil d'administration, j'ai dit, si j'avais une émission, tout ça, est-ce que je serais en conflit d'intérêts? Puis là, les membres, mon président, puis ils disent, ben non, elle dit, est-ce que tu seras payée? Je dis, non. Ah, ben parfait, Marjorie, pas de problème, vas-y. Alors, j'ai mis ça, puis c'était vraiment pour rencontrer aussi justement des femmes qui ont des projets d'affaires, qui aussi ont des missions, qui se sentent investies. Donc, alors c'est... Et tu les trouves ça. Comment, ces femmes? Ben, elles sont partout, elles là. Elles sont partout. Elles sont tout autour de nous. Mais... Oui, voilà. Et puis, mais ce que j'aime, c'est cette beauté-là, lorsqu'on met de l'avant une femme, c'est de voir aussi comment que c'est apprécié, parce que je dis pour une fois, parce que c'est quand même 1 heure de temps, hein, elles peuvent parler de leur projet en long et en large, pas seulement 10 minutes ou une demi-heure. Donc, alors, c'est important pour moi de mettre ces femmes-là en valeur, puis qu'elles puissent de passer à travers leur parcours aussi. Justement, un peu ce que vous faites là pour moi, c'est-à-dire comment elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Puis c'est là qu'on voit tellement de liens avec le parcours de l'enfance et tout. Donc, c'est ce que je voulais faire, mais elles sont extraordinaires. Et puis moi aussi. Puis c'est un échange, hein, parce que ça me donne aussi de les rencontrer. Ça me nourrit. Exactement. C'est stimulant, bien sûr. Alors, vraiment, tu les fais briller aussi. Récemment, là, je pense que tu as reçu Jannick Leblanc, hein, une femme bien sûr. aussi journaliste, qui est bien connue dans les maritimes et tout. Enfin, il y en a tellement. Mais est-ce que tu te souviens de rencontres plus particulières, plus marquantes? Oui, tout à fait. Je prends celle avec Amina Gerba, qui est sénatrice actuellement. Et elle, c'est qu'elle n'a pas... Elle n'a pas été à l'école pendant son enfance, parce qu'ils étaient, si je ne me trompe pas, 19, et c'était les garçons qui étaient privilégiés. Et là, maintenant, elle est arrivée, elle a fait ses études, elle est arrivée, elle a créé sa compagnie qui a bien marché, qui marche encore, et qui finalement s'est lancée en politique. Elle a été nommée sénatrice, je pense, il y a quelques années. Mais c'est ça, je me dis, mais les ressources qu'on a intérieures, qui sont à l'intérieur, puis avec les valeurs que l'on se met dans la vie, on arrive à faire des parcours que, au départ, c'était voué à l'échec, hein, de dire, on n'a pas eu la scolarité pendant l'enfance, mais alors on voit que c'est non. Et ça prend beaucoup de détermination pour se dire, écoute, j'en arrive là, j'ai pas eu la possibilité d'aller à l'école. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. C'est incroyable de dire que ces femmes-là, puis souvent, il y en a qui ont des parcours difficiles. Difficiles. Oui, c'est pas que des parcours, pas juste des parcours faciles. Là. Non. Et effectivement, je pense à la détresse de 2 mères là, que tu as rencontrées dernièrement, des dames originaires de la Côte d'Ivoire, entre autres, qui en fait, on leur a enlevé la garde de leur enfant. Enfin, il y a tout un contexte, là, et puis très touchant comme histoire. C'est ça. Alors, c'est ce que je veux démontrer aussi, c'est que il n'y a pas juste le beau de l'histoire, c'est que il y a de certaines histoires, il y a tout le cheminement, de voir tout le travail qu'il y a derrière ça aussi. Parce qu'on est dans l'ère où tout a l'air trop facile. On veut montrer, comme on dit en anglais, le front, le devant, mais sauf que l'arrière-scène, il y a eu du travail, il y a eu des blessures, il y a eu plein de choses pour arriver là. Donc, c'est cette émission, je voulais aussi qu'elle démontre ça, parce que de défaire aussi cette façon de
facile de dire qu'on devient riche, on devient une femme à succès et puis que tout est fait comme ça. Non, c'est de la pensée magique. Il y a le travail qui est derrière, il y a tout ce parcours-là. Donc, c'est ce que je veux démontrer aussi dans cette émission. Tu le fais avec ta façon à toi, avec ta couleur, ta sensibilité, ton écoute. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. On l'écoute à quel moment, cette émission? En général. Alors, donc, c'est le mercredi, ça passe de midi à 13h, donc Vivement les femmes, et c'est repassé à 19h en boucle, mais voilà, donc c'est le mercredi. Et aussi, on sait que Canal M se retrouve partout, on peut la voir en balado et tout ça. Donc, Tu as remporté quand même des prix, des distinctions, en fait, notamment pour prix du leadership au féminin du concours Estime de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Il y en a eu bien d'autres, mais aussi tu représentes Canal M même aux Nations unies. Oui, tout à fait, parce que Vues et Voix est une organisation accréditée auprès des Nations unies. Donc, c'est-à-dire qu'on y va là, on partage nos points de vue, on dépose des mémoires. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant quand même quelques années. Donc, pour faire avancer les causes, comme la Convention des personnes handicapées, il fallait qu'elle soit signée. Donc, on travaille aussi avec le gouvernement pour faire avancer ces causes-là. Donc, Canal M et Vues et Voix sont toujours un peu en place pour justement permettre qu'il y ait toujours des améliorations dans le système. Oui, il y a beaucoup déjà d'organisations, il y a des services et tout, mais il y a tellement encore de manques qu'il ne faut pas lâcher, puis il faut être là où les décisions se prennent. Oui. Et puis, on a un partenariat aussi avec Radio-Canada, je pense. C'est intéressant, ça, c'est une nouveauté quand même. C'est assez récent. Ah non, c'est assez récent. C'était vraiment... là, je dois une fière chandelle à Philippe Lapointe qui a amorcé justement cette collaboration-là. On y allait ensemble pour permettre aussi que Radio-Canada, qui, de par son mandat aussi, doit travailler avec les personnes handicapées et tout. Donc, on avait ce beau partenariat qu'on pouvait faire justement pour que Canal M soit représenté sur la plateforme de Radio-Canada et Radio-Canada aussi sur la plateforme de Canal. C'est un bel échange, un beau partage de connaissances et de balados et tout. Alors, vraiment à suivre. On s'arrête le temps d'une pause et puis on va accueillir une autre invitée. Alors oui, Catherine Adams qui sera avec nous après la pause et puis vous avez plein de choses en commun, j'en suis certaine. Alors, on s'arrête et puis on se retrouve tout de suite après pour la deuxième moitié d'heure. Merci. Vous écoutez Aime l'été. Deuxième moitié d'heure et on retrouve Marjorie Théodore avec qui on a passé la prochaine demi-heure et on va continuer à converser avec elle. Mais on retrouve aussi Catherine Adams, réalisatrice, scénariste, actrice, comédienne, qui fait plein de choses, avocate aussi. Hein? Alors, oui, parce que au moment où on travaillait ensemble, tu faisais des études aussi en droit. Absolument, que j'ai complété. Que tu as complété et non seulement ça, mais quand même, tu as fait ton bonhomme de chemin et puis tu es allé à la Cour internationale de la Haye. Oui, tout à fait. J'ai travaillé, en fait, suite au droit, parce que j'étais déjà comédienne, moi, quand j'ai fait mon droit, j'ai fait ça sur le tard. Tu étais parfaite pour plaider. Tu avais ça dans le sang. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, t'as raison. Et donc, c'est ça. J'ai fait mon droit en jouant au théâtre. Ouais. Et c'est ça. Puis ensuite, je me suis... en fait, on m'avait demandé d'animer une conférence sur la Cour pénale internationale, le barreau pénal
pénale internationale qui allait être créée devant la Cour pénale internationale. Et donc, j'ai animé cette conférence et j'avais dit à mon mari, puisque j'étais déjà mariée, puis j'avais déjà un enfant, moi, à ce moment-là. Oui, tu avais déjà une famille, toi. Alors, et j'avais dit, si j'avais 20 ans, je ferais ça, moi, du droit international. Puis il m'a dit, c'est quoi ton problème, là, maintenant? J'ai dit, ben, ça se fait pas à Montréal. Et finalement, ben, je suis partie, j'ai passé l'entrevue et puis j'ai travaillé 1 an à la Cour pénale internationale. Ça m'a permis aussi de travailler aux Nations unies. Oui. J'ai fait le lien, enfin, Tu as bref. été quand même partie un bon petit bout de temps. Oui, j'ai été partie presque 2 ans, mais en fait, 1 an, vraiment partie, puis ensuite avec des allers-retours. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Alors, évidemment, bon, tu as tout un parcours de vie. Bon, justement, tu parlais de ton mari. Vous avez fondé les Acteurs Associés. Hein? Ce sont des comédiens qui se représentent eux-mêmes. Oui, tout à fait. En fait, c'est une agence d'acteurs où chaque acteur est son propre agent. Donc, on fait le même travail, on reçoit l'information comme les agents, c'est redistribué aux acteurs qui se suggèrent eux-mêmes. Évidemment, il y a des critères d'entrée, c'est-à-dire que c'est des acteurs professionnels là, avec une formation. Et l'agence est maintenant à Paris aussi. On a ouvert... c'est ça, une petite antenne à Paris, rien de moins. Parce qu'on le rappelle, parce que la majorité des comédiens, quand ils travaillent, bien, s'ils ont un agent, ils ont quand même, c'est rendu 15-17 le pourcentage à donner à l'agence, ce qui est quand même un bon montant. Oui, tout à fait. Alors, mais le comédien, il a du travail à faire. Oui. S'il travaille pour lui, il travaille. C'est-à-dire que c'est étonnant, mais c'est ça. Nous, quand on a parti cette formule-là, c'est que en fait, au Québec, il n'y en avait pas d'agents. À l'âge que moi j'ai, il n'y en avait pas. Ça a commencé vraiment avec Lancer Compte. Avant ça, il n'y en avait pas. Puis le milieu est tout petit. Fait que tout à coup, il fallait que je donne, à l'époque, c'était 10 mais il fallait que je donne 10 à quelqu'un pour faire un travail que je faisais très bien moi-même la veille. Oui, exactement. Alors, donc, on a décidé de créer cette formule-là. Donc, ça fait 30 ans à peu près au Québec. Et juste avant la pandémie, quel timing, on a décidé de lancer ça à Paris. Oh, mon Dieu. Et bon, ça a été ralenti un petit peu par le COVID, mais en même temps, ça va super bien. Puis le milieu est tellement plus grand. Que c'est sûr qu'il y a de la place pour d'autres formules que des agences traditionnelles. Voilà. C'était pas non plus trop compliqué. Ben, je veux dire, en ce sens que tu étais avocate, ça facilitait aussi les choses, finalement. Oui. Et puis avec ton cher mari aussi, vous avez cofondé Global Goodness. En fait, ça, c'est la plateforme numérique de Télé Goodness. Ça, c'est une télé qui, en fait, diffuse que des bonnes nouvelles. C'est rare, ça. Tout à fait. Ça, c'est un autre projet de fou. Et ça fait 22 ans. En fait, non, 19 ans. Soyons précises. Et c'est quand je suis revenue de l'air. Et on s'est rendu compte qu'en fait, partout où il y avait des drames sur la planète, partout où il y avait des choses, il y a toujours des belles choses qui se passent et personne n'en parle. Oui. Est-ce que la planète irait mieux que ce que l'on croit? Enfin, c'est une question de point de vue, finalement, parce que avoir les nouvelles que vous diffusez là-dessus, tu dis, ben finalement, il y en a de belles choses. Là. Oui. Et puis, il y a des endroits où ça va pas aussi mal qu'on le dit, parce que, en fait, le cerveau est un peu, passez-moi l'anglicisme, là, mais est un peu hardwired pour aller tout de suite aux mauvaises nouvelles, parce que c'est notre survie. Alors, tout de suite, c'est où est-ce qu'il y a du danger? Ça, Alors, le cerveau, lui, réagit beaucoup plus à ça que quand tout va bien. C'est vrai. Mais en même temps, comme on est bombardé de ça, ben, ça continue, ce cycle-là. Et nous, on avait décidé de dire, ben maintenant, comment on fait, tu sais, pour que... Parce que moi, à La Haye, évidemment, la Cour pénale internationale travaille sur les crimes de guerre, tu sais, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide. Je veux dire, il n'y a rien de très extraordinaire. Je veux dire, on se couche en pleurant, c'est pas on très se lève Pas en réjouissant, pas du tout, non. mais partout où il y a ce genre de drame, il y a aussi des belles choses qui se passent. Il y a aussi des gens qui aident les autres. Il y a aussi des belles affaires. L'entraide. On pense Marjorie, l'entraide. On pense à la période COVID aussi. Hein?
période COVID, tout semblait noir à la télévision. Hein? Tout le monde était déprimé. C'est vrai. On était tous à la maison, on était isolés. Les business fonctionnaient moins bien. Alors que maintenant, aujourd'hui, on en parle, il y a plein de belles choses qui se sont passées. Bien sûr. Oui, qui sont ressorties de cette période-là, en fait, aussi. Ça a été un moment peut-être pour se déposer et réfléchir. Oui. Mais enfin, j'invite tout le monde à aller sur cette plateforme Global Goodness, enfin, puis d'aller voir la télé comme telle. Là. Et puis ensuite, c'est parce qu'il y a vraiment de belles histoires là-dedans. Ça vaut la peine. Et puis, il y a ça, parce que là, on va continuer. Il y a plein d'autres choses. Vous avez aussi, vous avez parti, une maison de production, là, parce qu'en fait, en quelque sorte, c'est plutôt le projet qui a... Exactement. Oui, ça commence par le projet. Le projet qui est cette, Mémoire métissée, qui est devenu un court-métrage qui a été présenté de festival en festival, notamment à Cannes. Vous avez reçu quand même un prix, un prix sur pour la meilleure cinématographie. Exact. Et puis, alors, ce projet-là, finalement, ça a commencé justement pendant la pandémie. Oui, tout à fait. Au moment où la planète était sur pause, donc on en parlait, au moment où la planète était sur pause, on a assassiné George Floyd et on a laissé mourir Joyce Echaquan. Enragée, impuissante, j'ai fait ce que je pouvais faire, c'est-à-dire que j'ai réuni des femmes métissées dans une résidence de création au Théâtre Espace Libre. On n'avait pas le droit de jouer sur les scènes, mais on avait le droit d'utiliser les salles de répétition. Donc, dans cette salle, désinfectée, masquée, distanciée, à 2 mètres, etc., on s'est raconté un peu nos histoires et ça a donné lieu à un premier texte de théâtre qui s'appelait Whitewash, d'où le collectif Whitewash Productions, qui est donc la pièce a été pas montée parce que, mais on a fait une lecture publique à mi-chemin un peu entre un spectacle parce qu'on n'avait pas, évidemment, on pouvait pas faire une production pendant la pandémie. Alors, qui a eu cours, donc, une lecture publique au sortir de la pandémie au Théâtre Espace Libre. Et comme tout ça était incertain, ça fermait, ça réouvrait, on savait plus trop où est-ce qu'on s'en allait. On nous invitait beaucoup à mettre nos œuvres en ligne. Or, du théâtre pas monté en ligne, c'est pas bien intéressant. Même du théâtre monté en ligne, des fois, c'est pas intéressant. Puis, c'est compliqué à tourner du théâtre. C'est pas juste une captation. Donc, on a décidé de dire, on a commencé par faire des laboratoires, en fait, pour dire comment on va faire ça, mettre ça en ligne. Est-ce qu'on met en ligne le processus? Est-ce qu'on met en ligne... On avait travaillé sur les danses qui nous unissaient, sur les musiques qui unissaient les peuples autochtones et les peuples afro-descendants. Parce que ce sont 3 femmes, des femmes d'origine haïtienne, entre autres. Tu es une de ces femmes aussi qui, en fait, a des origines noires, mais en fait, tu es une blanche... pour le commun des mortels, là, finalement. Et puis, il y a aussi une autochtone. Alors, ces 3 parcours et ça va être intéressant de parler de c'est complexe, tout ça, finalement. Le métissage. Le métissage et puis, l'identité. Mais je te laisse continuer. Oui, donc, ce parcours. Donc, on a travaillé là-dessus, oui, effectivement, juste pour préciser, là, parce que moi, mon père est noir, ma mère est blanche. Mon père est noir issu de la communauté d'Halifax, donc qui est la plus vieille communauté afrodescendante au Canada. Ils sont arrivés en même temps que les Européens, quoi qu'on en pense. Et donc, je suis ce qu'on appelle, puis il n'y a pas de terme français, je suis ce qu'on appelle, on a longtemps dit white passing. Moi, je dis maintenant, en fait, il y a une psychologue américaine qui disait on n'est plus white passing parce qu'on n'essaie pas de passer pour blanc, mais on dit white appearing. Donc, oui, j'apparais comme étant blanche, mais je suis née d'un parent noir et d'une mère blanche. C'est ça. Donc, tout ça pour dire que, donc, on a fait ce travail-là sur les racines qui nous unissaient, sur l'histoire qui nous avait amenés au Canada, sur comment tout ça s'était passé. On avait une recherche à peu près épaisse de même, là. J'étends les bras comme un pêcheur, parce qu'on était pendant la pandémie, fait qu'on avait du temps pour faire de la recherche. Oui. Et puis, Marjorie, toi qui, sans doute,
je suis sûre que tu t'intéresses beaucoup à l'histoire, mais c'est parce que justement, quand on va sur le site de Mémoire métissée, on retrouve toutes sortes de petites capsules où on a cette histoire de gens qui ont peuplé finalement le Québec. Mais on retrouve une autre histoire très souvent, et c'est ça, sans être historienne, vous nous faites partager des histoires aussi. Oui. En fait, évidemment, on le sait, là, l'histoire est celle des vainqueurs dans tous les peuples. Et il y a toute une partie de notre histoire qui est occultée. Donc, évidemment. Puis c'est des choses qui sont, effectivement, tu le dis, je ne suis pas historienne, donc c'est des choses qui sont quand même accessibles. C'est des sources ouvertes. Là. J'ai pas... donc, évidemment, on a fait une capsule sur Mathieu d'Acosta, qui est le premier Africain qui est répertorié en Nouvelle-France, qui arrive dans le bateau de Samuel de Champlain et qui va servir d'interprète aux Européens auprès des Autochtones. Ça veut dire qu'il était venu avant puisqu'il parle le pidgin, qui était la langue d'échange. Mais quand même, et puis on comprend que les Portugais venaient pêcher dans le Saint-Laurent bien avant, évidemment, qu'on ait les gens qui ont supposément découvert l'Amérique qui arrivent. Mais donc, les Portugais venaient déjà pêcher dans le Saint-Laurent. C'était des esclavagistes. Il y avait donc des Africains sur cette terre-là. Et donc, Mathieu d'Acosta, on a quand même 8 contrats là, qui attestent de son existence. Après, bon, les contrats, ça ne crée pas nécessairement le narratif, mais ça nous place quand même une certaine information. Et donc, on suppose que c'était probablement un esclave qui avait été libéré en raison de ses talents de navigateur puis d'interprète. Oui, c'est ça. Alors, ça fait tout... écoutez, je veux dire, quand travail en amont. Le travail en amont, c'est énorme. Incroyable. Oui, tu as raison. Et puis, ça nous interpelle parce qu'effectivement, on va, à travers ce court-métrage, d'abord, moi, j'avais vu la copie de travail qui durait 40 minutes. Alors, c'est ça, Catherine m'a dit, non, Chantal, c'est maintenant 15 minutes autour de ça. Hein? Ouais, et puis, c'est un court-métrage. Sinon, 40 minutes, ce serait un moyen-métrage. Alors, mais en fait, et donc, ça a été ramassé. C'est vraiment une belle qualité aussi cinématographique. Hein? Bon, c'est pas pour rien que vous avez gagné un prix aussi. Alors, ce film-là se promène un peu partout. D'ailleurs, tu t'en vas avec au Maroc prochainement, le 10 septembre. Dans la communauté des Autochtones d'Afrique du Nord. Ça va être assez intéressant, les Amazighs. Oui, je m'en vais là. En fait, là, il est au Perséide cette semaine, en Beauce le 6, puis ensuite au Maroc. En tout cas, bref, ça se promène. Il y a eu à peu près... Puis les commentaires sont très élogieux aussi. Hein. Évidemment, les questions identitaires, là, c'est dans l'air à tous les niveaux, que ce soit LGBTQ+, enfin, quel que soit que ce soit, l'aspect racial, enfin. Mais justement, Marjorie, ces questions-là, ce sont des questions aussi qui t'ont interpellée dans ton parcours de vie. Oui, tout à fait. Toutes les questions raciales et puis comment on se positionne par rapport à ça et tout ça. Puis dans les expériences aussi vécues, parce que oui, au niveau de la société, il y a toutes les grandes questions sur le racisme et tout, mais il y a le vécu quotidien aussi. Oui. Comment on se définit soi-même. Hein? Soi-même, et puis comment on passe à travers ça aussi. Ouais. Parce que souvent, moi, je suis plutôt du genre à ne pas ça n'a jamais été un handicap. Au contraire, mes enfants, je les ai élevés aussi pour qu'ils soient fiers de leur identité. D'ailleurs, je les envoyais un mois dans un camp de vacances en Haïti pour apprendre la langue. Étant nés d'ici, je voulais qu'ils apprennent le créole, qu'ils savent ce qu'ils sont pour qu'ils puissent mieux évoluer. Et puis, j'ai dit, si jamais il y a quelque chose, tu passes ton tour. Parce que souvent, lorsqu'on prend le racisme puis qu'on le met comme un boulet, souvent, ça nous empêche d'avancer. Alors, moi, j'étais beaucoup plus à les éduquer pour qu'ils avancent. Et ils ont tous réussi sans ce problème-là. Par contre, c'est pas de jouer à l'autruche, c'est-à-dire de mettre la tête dans le sable. C'est de bien l'identifier, mais de ne pas le laisser comme un empêcheur de tourner en rond, là. Donc, c'était dans ce sens-là. Parce que peux-tu dire que depuis que tu es arrivée au Québec, tu
tu as été victime de racisme? Tes enfants ont été victimes? Oui, tout à fait. Oui, oui. très clairement. Mais puis souvent, moi, je l'ai su. Même quand j'allais pour des postes, puis une chance que j'ai toujours quelqu'un qui vient me le dire. Donc, c'est pas juste quelque chose qui est dans ma tête. J'ai pas eu le poste. Et puis, finalement, après ça, même quelqu'un du comité m'appelle puis dit, écoutez, vous étiez la meilleure candidate, mais ils étaient pas prêts et j'aimerais ça travailler avec vous. D'ailleurs, mon premier mentor, c'est comme ça que je l'ai eu, qui est décédé malheureusement il y a 3 ans. Mais c'est ça, parce qu'il voyait que non, tu étais la meilleure candidate. Donc, il m'a confirmé que les autres n'étaient pas prêts à travailler avec... Puis en plus, c'était directrice du développement des affaires. Il dit, ouais, mais comment ça va passer? C'est une noire par rapport à ça. Donc, ils étaient en train de prêcher à travers leur fermeture. Donc, plusieurs choses comme ça. Mais je me suis dit, bon, OK, j'avance dans la vie, mais de façon très concrète. Mon fils, dernièrement, s'est fait arrêter. D'ailleurs, c'est en justice, ce cas-là, sur le pont Champlain, parce qu'il y avait une rame de l'année. Ben, il a sa compagnie. Sa compagnie va très bien. Donc, alors, ce type de profilage. De profilage. Exactement, c'est très fréquent. Donc, alors, j'ai l'impression de porter des lunettes roses parce que pour moi, en ce moment, on dirait que pas que je le vois pas, mais je me dis, ça se peut pas que ça existe encore. Ah oui, ça se peut pas. Je sais que ça existe, mais c'est ça. En fait, non seulement ça existe encore, mais tu sais, c'est vrai qu'au Québec, et on lance la pierre à personne, là, c'est-à-dire que c'est vrai que l'histoire a été cachée. Je veux dire, il y a eu un marché aux esclaves au marché Bonsecours, là. Oui. Alors, tu sais, il y a une plaque qui met fin à l'esclavage en Nouvelle-France. Ça veut dire qu'il y en a eu. Qui est dans le Vieux-Montréal, je veux dire. Mais, tu sais, moi, très souvent, les gens me disent, oui, mais c'était pas ici. Puis ben oui, c'était ici. Puis tu sais, l'autre chose, en fait, qu'il faut... Puis c'est important pour les afrodescendants de le savoir. Il y a une chose qui s'appelle l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est la marque génétique d'un traumatisme commun sur l'ADN. Et ça, puis c'est vrai, c'est pas moi qui le dis, là, c'est scientifique. Et donc, ça veut dire que comme afro-descendants, comme pour les gens qui ont vécu la Shoah, pour les Juifs, etc., tous les traumatismes qui sont donnés sur une population donnée, en fait, on peut l'étudier. Et donc, c'est réversible, mais je veux dire, on est encore à une époque où on nie le racisme systémique. Oui, voilà. On y est encore, alors qu'on sait très bien que ça existe, là. Et même la police le reconnaît. Je veux dire, il y a plein de monde qui... Bon, alors, mais tu sais, quand le premier ministre, il faut bien le dire, là, le gouvernement n'ose pas dire... ça n'existe pas, bien, on a un problème. Il n'ose même pas le dire. Tout à fait. Le prononcer. Alors, tu sais, je veux dire, ça existe dans plusieurs sociétés, en fait, dans presque toutes les sociétés. Mais nous, au Québec, on serait meilleurs que les autres, là, je sais pas. Donc, on aimerait ça. C'est ça, puis de le dire, de le reconnaître, c'est un premier pas vers la guérison, le fait de dire, OK, on reconnaît. Puis maintenant, c'est pas de rester sur ça, c'est maintenant de dire, ben qu'est-ce qu'on va prendre en tant que société, en tant que gouvernement, quelles sont les décisions qu'on va prendre pour que ça aille mieux. Exactement. Si on ne reconnaît pas le problème, on ne peut pas prendre les mesures pour le corriger. Alors, puis c'est un peu la même chose, puis même toute la question de l'esclavage, je veux dire, 400 ans d'esclavage, des millions de déplacés, les pays esclavagistes ne reconnaissent que très peu cela. Alors, et c'est sûr que c'est une guérison quand ne serait-ce que la reconnaissance de dire effectivement, tout ça a existé, c'est terrible, c'est quelque chose qui fait partie de notre passé commun comme humanité. Les experts disent toute l'économie mondiale est basée sur l'esclavage, c'est quand même pas rien, là. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui se sont enrichis. Je veux dire, il y a des choses à dire pour effectivement arriver à sortir un petit peu de ça. Mais tant qu'on nie les choses, c'est impossible. Ben oui. Ouais. En fait, c'est des conversations qui, enfin, on pourrait être ici 3 heures. Parce que, non, mais c'est intéressant, c'est passionnant. Juste, de toute façon, là, on a un grand test aussi qui s'en vient aux États-Unis. Hein, alors, on verra. Ça, c'est autre chose. Hein? Il y a un grand test qui s'en vient. Alors, chose certaine. Alors, donc, mémoire métissée. Alors, c'est
c'est vraiment une belle façon aussi de provoquer ce genre de discussion, de conversation. Et toi, en te promenant comme ça de festival en festival, est-ce que il y a des similitudes aussi dans le discours? Bien sûr. C'est sûr que là, tu sais, je me suis beaucoup promenée à date en Amérique et en Europe. Ouais, donc, fait que là, tu sais, c'est comme un peu ressemble. plus du terrain connu, on va dire ça. Là, le Maroc, je suis très excitée parce qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça... D'abord, ils ont sélectionné le film. Ouais. Je vais être une invitée d'honneur à l'Université d'Agadir pour aller rencontrer les gens de la communauté amazigh, qui étaient les Berbères, hein, les Bédouins, etc. Mais maintenant, ils sont comme regroupés. C'est les Autochtones d'Afrique du Nord, bien qu'ils viennent de différents pays. Là. Donc, les Autochtones d'Afrique du Nord, dans lequel prend racine ce festival qui existe depuis 15 ans, en fait. Et là, j'ai hâte de voir. Mais c'est sûr que le métissage, parce que c'était ça quand même le thème du film, au départ, on est toutes des femmes métissées, bien que Katia Tony, qui joue... qui, elle, est haïtienne, est plus dans le métissage culturel que dans le métissage physique, un peu comme toi. Oui. Mais quand même, qui joue Clara, j'ai eu un moment de garement. Donc... Alors que toi, tu as dans ton... Enfin, toi, ce que tu incarnes, finalement, c'est tout ce flou-là dont on parlait au début. Là. Finalement, en apparence, tu es blanche, québécoise et tout, mais à un moment donné, tu finis par dire, tu commences par dire, je suis afro-descendante, puis après ça, l'autre se définit comme haïtienne, après ça, je suis une personne émigrante, et là, toi, tu arrives et tu dis, moi, je suis une personne noire. Évidemment, il y a un effet comique là-dedans, mais c'est tout ça aussi, savoir comment te définir, et c'est ton personnage, enfin, là-dedans, c'est clair que tu trouves difficile et pourquoi faudrait-il toujours se définir? C'est un peu la question en même temps. Oui, mais c'est important parce que pour toutes les bonnes et les mauvaises raisons qu'on vient de donner, c'est important de savoir qui on est et d'où l'on vient. Pour moi, mémoire métissée, c'est sûr que je ne l'ai pas fait parce que ça ne me trottait pas dans la tête. Tu sais, clairement. Ouais. Tu as écrit, tu l'as scénarisé. Je l'ai écrit, mais effectivement, enfant, j'avais un père noir, une mère blanche. Ça a quand même créé quelques impacts. Je le dis d'ailleurs dans le film, celui qu'on traitait du mot en haine, moi, je l'appelais papa. Et j'ai vécu ça. Donc, moi, j'ai vécu des attaques racistes par mon père, mais c'est l'homme que j'aime le plus au monde, j'ai un enfant. Bien sûr. Alors, ça marque aussi. Puis j'ai évolué, puis effectivement, j'ai travaillé au Cirque du Soleil pendant quelques années. J'évoluais dans un milieu qui était plus blanc, plus près de la majorité. Et quand est arrivée toute l'histoire de Slave, je me suis rendu compte à quel point on n'avait pas la même perception. On pouvait pas avoir... Et ça a commencé là, moi, ma quête d'identité. Mais j'ai toujours dit que j'étais métissée. Ça, c'était pas un enjeu. Mais après, puis avec Mémoire métissée, tu vois, je disais souvent... au début, quand on a commencé à travailler, même, je disais, je suis ni blanche ni noire, tu sais. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, mais t'es blanche et noire. Oui. T'es pas ni l'un ni l'autre. T'es les deux. Donc, toujours, on revient à l'inclusion, Marjorie, forcément. Oui, puis pour répondre à ta question, Chantal, c'est-à-dire ce besoin d'identité, moi, je le fais. Moi, je suis immigrante. Mais par contre, mes enfants sont nés ici. Mais ils se font toujours demander, mais d'où viens-tu? Quelle origine? Pourtant, retourne dans ton pays. Non, je suis née au Québec. Donc, c'est ma culture. C'est ma culture. Exact. Alors, c'est ça. Et puis ça aussi, si on ne fait pas attention dans le transfert aussi d'identité, ils peuvent se sentir un peu pas tout à fait québécois, pas tout à fait. Puis pourtant, ils doivent bien représenter les deux cultures qui les fondent parce que c'est comme ça. Alors, c'est vrai que quand tu poses la question, je me dis, c'est vrai, est-ce qu'on a encore besoin? Mais non, on a encore besoin parce que c'est ce qui fait aussi qu'on devient forte à l'intérieur d'une culture ou d'un pays d'accueil, etc. Parce que déjà, on se sent bien, on se sent... Mais vraiment, pour Catherine, je sais aussi que c'est le problème aussi des gens métissés. Alors, les parents noirs et blancs, c'est que souvent, je suis où?
je suis noir, je suis blanc, puis finalement, on est les deux. On est les deux, il n'y a pas un choix à C'est faire. ça, c'est l'un et l'autre. Comme On vous est dites. tout à fait besoin de les choisir. deux. Ben oui. Non, puis c'est drôle parce que quand tu dis tu viens d'où, moi, on me dit souvent, ton père, il venait d'où? Puis je dis toujours, il vient d'ici. Ben oui. Et puis là, on me dit, oui, mais avant. Et puis là, je dis, ben ici. Et puis là, à un moment donné, j'ai avant. Puis là, je dis, ben si tu veux savoir, avant, ils sont venus par l'Underground Railroad, ils sont venus de la Barbade, ils sont venus par les bateaux de la Grande-Bretagne comme esclaves. Fait que avant, on peut remonter, tu sais. Puis là, je dis toujours, mais ma mère, est-ce que tu veux savoir, elle vient d'où? Oui. Parce qu'elle n'est pas autochtone. Fait qu'elle vient pas non plus d'ici. Intéressant, comme regard. C'est fou quand on s'y arrête quelques instants. Alors, vraiment, des parcours, d'abord, juste pour conclure, là, mémoire métissée pour des écoles, par exemple, qui voudraient avoir le film, ça, il n'y a pas de problème. Hein, on va pour sur votre site. l'instant, oui, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la copie de travail. Parcours métissé est disponible pour des écoles. Donc, c'était Parcours. Mémoire métissée, comme il est en festival, on ne peut pas le diffuser ailleurs que pendant les festivals. Cependant, il est acheté par Radio-Canada, donc il est en diffusion éventuellement. Et bien, évidemment, là, il y a une douzaine de festivals, mais il va être dans les quartiers aussi pour le Festival Black de Montréal. Alors, plein de choses. Plein de choses. On suit ça. De toute façon, vous avez tout le processus là, sur votre site, en même temps, le parcours du film. Marjorie, n'est-ce pas, Nathalie, ça a été vraiment un plaisir d'accueillir Marjorie. Alors, évidemment, Vivement les femmes, ça continue, ça? Oui, vivement. Ça ne va pas arrêter? Là. Non, ça ne va pas arrêter. Vivement les femmes, ça continue cet automne. À rencontrer, justement, pour l'automne aussi, des femmes extraordinaires, là, au micro. On suggère aux gens d'aller en rattrapage sur Canal M pour aller écouter les entrevues. Exactement. Belles entrevues. Et puis, alors, évidemment, ça a été intéressant de partager tout ton parcours de vie. Alors, tu es une femme merveilleuse et puis on est très heureuse de t'avoir. Comme patronne. Comme patronne, oui. Oui, c'est ça. Je pensais que tu allais dire comme mamie. Fait que là, j'ai... Non, comme on va patronne. mettre... En fait, on va faire... Une petite gêne. Pour le temps de l'émission. Voilà. Alors, ça a été vraiment très intéressant de partager ça. Et puis déjà, on arrive à la fin de la semaine, Nathalie. Oui, puis il nous reste une semaine après. Oui, c'est ça. Alors, après ça, ce sera autre chose, mais notre saison estivale qui se termine, qui aura été chargée de toutes sortes d'activités. Vraiment, l'été, ça ne prend pas de vacances. Non, vraiment pas. Merci à toi, Chantal et Nathalie, merci. parce que vous avez animé ça pendant tout l'été. C'était extraordinaire, le contenu et tout. Ouais. Alors, merci pour ce bel engagement envers Canal M. Parfait. Merci, Catherine, d'être... on a été tellement chanceuse de t'avoir là avec nous. C'était formidable. Ça a été un grand, grand plaisir. Oui. Merci, Catherine. Merci. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et puis on se retrouve lundi pour M l'été entre midi et 13h. Au revoir.